Bonjour à tous, et bienvenue dans ce 5e chapitre de la formation Crypto 301. Dans ce chapitre, nous allons continuer à étudier les étapes de dérivation du portefeuille HD. Dans le chapitre précédent, nous avons étudié ce que sont la phrase mémonique ou phrase de récupération et la passphrase. Maintenant, nous allons voir quelles sont les informations qui viennent dans le portefeuille HD après ces informations primaires. Et dans ce premier cours, nous allons étudier ce qu'est la graine, ou seed en anglais, l'information de base qui permet la dérivation de toutes les clés de manière déterministe et hiérarchique du portefeuille. Peut-être que vous ne le savez pas, mais la seed est une information différente de la phrase de récupération. Ce sont deux informations différentes. Donc nous allons voir comment est-ce que l'on passe de la phrase de récupération et de la passphrase à la seed, à la graine du portefeuille, et ensuite nous allons étudier la première paire de clés dérivées du portefeuille, nommée la clé maîtresse, et le code de chaîne maître. Nous allons donc étudier ce que sont cette clé maîtresse et ce code de chaîne, et quels sont leurs rôles dans la dérivation du portefeuille. C'est parti. Une fois la phrase mémonique obtenue et la passphrase déterminée ou choisie de laisser vide par l'utilisateur du portefeuille, nous allons pouvoir commencer la dérivation d'un portefeuille HD Bitcoin, déterministe hiérarchique. C'est ce que nous allons étudier en détail dans ce 5e chapitre. La prochaine étape de dérivation est la graine et la clé maîtresse avec le code de chaîne maître. C'est ce que nous allons voir dans ce cours 5.1. Donc vous avez compris que la logique de cette formation, c'est depuis le 4e chapitre de dériver petit à petit le portefeuille HD, de voir toutes les étapes de dérivation du portefeuille HD. On est parti de l'entropie, on est passé à un nombre aléatoire, on a défini ce qu'il représentait. Ensuite, on a déterminé avec la checksum la phrase mémonique. Nous avons fait dans le cours précédent une petite parenthèse sur la passphrase. Et maintenant, on passe sur la prochaine étape de dérivation, qui est la graine du portefeuille, ou la seed. Alors pour rappel, la base du portefeuille HD est constituée de la phrase mémonique et d'une éventuelle passphrase. La phrase mémonique, c'est une concaténation d'un nombre aléatoire généré depuis une entropie, c'est-à-dire une source de bruit, une source d'aléatoire extérieur, et de sa checksum. Donc l'entropie, la source de bruit, nous donne un nombre aléatoire. On calcule la checksum de ce nombre aléatoire, on la concatène, c'est-à-dire qu'on la met bout à bout, ce que vous voyez ici, la concaténation. On la met à la fin du nombre aléatoire, et cette concaténation nous donne notre phrase de récupération. Et nous avons vu également que l'utilisateur peut définir une passphrase à la création du portefeuille, que c'est une donnée optionnelle choisie arbitrairement par l'utilisateur qui va venir modifier complètement le portefeuille, étant donné qu'elle agit directement sur le calcul de la seed. Donc, la seed, ou graine, son standard BIP39 la décrit comme une suite alphanumérique de 512 bits qui constitue la base d'un portefeuille HD. À partir de la graine, il sera possible de dériver l'intégralité des paires de clés enfants d'un portefeuille Bitcoin. Donc, à partir simplement de cette graine, nous pourrons accéder à l'intégralité d'un portefeuille, à l'intégralité des bitcoins détenus par les paires de clés d'un portefeuille, qu'il y ait une passphrase ou qu'il n'y ait pas de passphrase, on pourra accéder avec la seed, puisque c'est l'étape suivante, à tous les bitcoins. Donc pour dériver une graine depuis une phrase mémonique, c'est ce que nous avons vu rapidement dans le cours précédent, on utilise la fonction pbkdf2. Je vous rappelle un petit peu ce que veut dire cette fonction, nous l'avions étudiée dans le chapitre 2, dans le cours 2.3 exactement, pbkdf2. Cela veut dire Password Based Key Derivation Function 2. Et cette fonction pbkdf2 dispose de deux entrées, un message et un cell cryptographique. En message, entrée numéro 1, on va utiliser notre phrase mémonique. En entrée numéro 2, pour le cell cryptographique, on va utiliser notre passphrase. Et si jamais l'utilisateur a choisi de ne pas utiliser de passphrase, cette entrée numéro 2 sera tout simplement vide. On utilise comme algorithme dans la fonction pbkdf2 hashMAC SHA-512, c'est-à-dire un code d'authentification de message à partir de la fonction de hachage SHA-512, et on effectue 2048 tours, 2048 itérations. En sortie, étant donné que l'on utilise en son sein une fonction de hachage, en l'occurrence SHA-512,
nous aurons une graine de 512 bits qui est assimilable à un condensat de 512 bits. Donc il faut bien comprendre que la graine du portefeuille, quelle que soit la taille de la mémonique, quelle que soit la taille de la passphrase, sera toujours d'une taille de 512 bits, à moins que les standards évoluent avec le temps, ce qui est possible, puisqu'à l'époque de BIP32, les premières graines étaient de 128 bits, il me semble, de mémoire. Une fois que nous disposons de cette graine, de cette seed, nous allons pouvoir commencer la dérivation des paires de clés du portefeuille. Après avoir dérivé la graine, la prochaine étape dans la dérivation d'un portefeuille HD va être de déterminer la clé privée maîtresse et le code de chaîne maître. Pour obtenir ces deux informations qui sont essentielles dans le processus de dérivation du portefeuille HD, nous allons utiliser l'algorithme, la fonction HMAC SHA-512, c'est-à-dire nous allons calculer un code d'authentification HMAC avec la fonction SHA-512. Donc cet algorithme, pour ceux qui n'auraient pas suivi, je le décris également en détail dans le chapitre 2, dans le cours 2.3. Donc vous revenez au chapitre 2, vous avez le cours 2.3 sur les algorithmes utilisés pour la dérivation, et je vous décris en détail le fonctionnement de HMAC SHA-512. Alors, HMAC SHA-512, ça va être l'algorithme qui va être utilisé pour toutes les dérivations des paires de clés enfants, et notamment la première dérivation qui mène à la clé privée maîtresse. Donc on va le retrouver également ensuite dans tout le processus de dérivation du portefeuille. Cet algorithme, il va nécessiter d'utiliser en entrée un message, une entrée 1, et une clé en entrée 2. Donc on pourra mettre deux entrées dans la fonction HMAC SHA-512, et les deux entrées seront prises en compte pour nous donner le résultat. Donc c'est ce que vous voyez ici. En l'occurrence, pour calculer la clé privée maîtresse, on utilise en entrée 1 la graine, ce que l'on vient de définir, et en entrée 2, on utilise une phrase, simplement la phrase, les deux mots Bitcoin Seed en texte, ce que vous voyez là. Et donc ces deux mots Bitcoin et Seed, qui sont littéralement Bitcoin et Seed en lettres, que l'on va mettre en deuxième entrée, sont identiques pour toutes les dérivations de portefeuille HD. Alors pourquoi est-ce qu'on met cette entrée si tout le monde la connaît, puisque tout le monde l'utilise? Eh bien, tout simplement parce que la fonction SHA-512 n'a pas été implémentée initialement sur le protocole Bitcoin. On peut utiliser SHA-256 mais pas SHA-512. Mais l'algorithme HMAC SHA-512 a été implémenté. Donc, on utilise HMAC SHA-512 alors qu'on aurait pu très bien utiliser SHA-512 si la fonction était disponible. Mais là, on utilise HMAC SHA-512. Et j'ai vu également, j'ai pu lire que l'utilisation de HMAC SHA-512 et de cette petite phrase en entrée Bitcoin Seed, ça permet d'obliger l'utilisateur en quelque sorte à générer un portefeuille vraiment dédié à Bitcoin et de pas simplement utiliser un vieux hash SHA-512 sorti de n'importe où. Donc ça permet un petit peu de différencier les hashes utilisés pour la première dérivation, pour la clé privée maîtresse et le code de chaîne maître. Voilà grosso modo, mais cette partie ne sert honnêtement cryptographiquement pas à grand chose, les mots Bitcoin Seed ici. Donc cette fonction HMAC SHA-512, elle va nous donner un output de 512 bits, étant donné qu'on utilise la fonction de hachage SHA-512 en son sein. Ces 512 bits en output, on va les séparer en deux. Les 256 bits de gauche, c'est-à-dire les premiers 256 bits de l'output, cela va nous donner notre clé privée maîtresse. Et les 256 bits de droite, cela va nous donner notre code de chaîne maître. Alors, en réalité, le code de chaîne maître, c'est vraiment les 256 bits de droite bruts. En revanche, les 256 bits de gauche pour donner la clé privée maîtresse, en réalité, sont parsés afin d'interpréter cette séquence comme un nombre de 256 bits avec l'octet le plus significatif en premier. C'est l'histoire des Big Endian et Little Endian, pour ceux qui souhaitent un petit peu creuser ce sujet, mais c'est simplement une façon de mettre en forme la clé privée maîtresse, mais vous pouvez retenir que la clé privée maîtresse, ce sont les 256 bits de gauche qui sont mis en forme d'une certaine façon. Donc, qu'est-ce que représentent ces deux informations que l'on vient de dériver, que l'on voit ici, la clé privée maîtresse et le code de chaîne maître? Eh bien, la clé privée maîtresse, c'est en quelque sorte la clé parente de toutes les autres futures clés du portefeuille. Donc ça va être la clé qui est tout en haut de la hiérarchie du portefeuille, qui est donc déterministe et hiérarchique.
Lorsque l'on va étudier les chemins de dérivation plus tard, vous allez voir que cette clé privée maîtresse se trouve en profondeur 0 du portefeuille, c'est-à-dire la première dérivation de paire de clés, donc en profondeur 0. Alors le code de chaîne maître, lui, il intervient dans la dérivation des futures clés enfants, des futures paires de clés enfants. Il faut savoir qu'il est impossible de dériver une paire enfant sans savoir le code de chaîne parent correspondant. Il va permettre en fait d'introduire une source d'entropie dans le processus de dérivation. Donc ça, on va l'étudier plus en détail sur le chapitre, sur le cours qui est dédié justement à la dérivation de paires de clés enfants depuis des paires de clés parents. Vous allez comprendre vraiment concrètement ce rôle du code de chaîne, mais vous pouvez déjà retenir que une paire de clés, qu'est-ce que c'est? Ça va être une clé privée, une clé publique qui est associée, qui est calculée à partir de la clé privée, et un code de chaîne qui est une source d'entropie supplémentaire qui est associée à la paire de clés. Donc quand on dit paire de clés, en réalité c'est une clé privée, une clé publique et un code de chaîne. Et le code de chaîne, en fait, il va agir un petit peu comme un verrou. Il va permettre d'isoler chaque paire de clés du reste des paires de clés du portefeuille afin de ne pas pouvoir exploiter une faille au niveau d'une seule paire de clés pour dériver l'intégralité du portefeuille. Sans l'utilisation de ce code de chaîne dans toutes les dérivations des paires de clés enfants, par exemple, si vous perdez une seule pauvre petite clé privée, on pourrait déterminer l'intégralité de toutes les autres clés privées du portefeuille HD. Là, le code de chaîne maître permet d'isoler une éventuelle fuite à une seule paire de clés, une clé privée qui fuite, mais de ne pas mettre en danger l'intégralité du portefeuille. Donc, ce code de chaîne, il permet d'introduire une source d'aléatoire, une source d'entropie dans le processus de dérivation des paires enfants, et vous allez comprendre juste après concrètement où est-ce qu'on utilise ce code de chaîne dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler. Et du coup, le code de chaîne maître, eh bien, comme la clé privée maîtresse, on met maître parce que c'est le premier c'est celui qui est tout en haut au niveau de la hiérarchie du portefeuille. Mais c'est un code de chaîne comme tous les autres pour toutes les autres paires de clés. En général, on ne définit pas la clé publique maîtresse, on définit simplement la clé privée maîtresse. On pourrait calculer cette clé publique maîtresse associée à la clé privée maîtresse, mais on ne le fait pas, tout simplement parce qu'on n'en a pas l'utilité. On n'a pas l'utilité d'avoir une clé publique à ce niveau, étant donné que toutes les premières dérivations se font de manière renforcée. Encore une fois, vous allez comprendre après pourquoi je dis renforcée. Et donc, on a besoin juste d'une clé privée ici, tout en haut du portefeuille. Attention à ne pas confondre clé maîtresse. Lorsque l'on dit clé maîtresse, cela désigne uniquement cette clé, c'est-à-dire la clé privée maîtresse, avec les clés étendues, c'est-à-dire les Xpub, XPRV, YPub, ZPub, etc. Tout cela n'a vraiment rien à voir. Une clé privée maîtresse, c'est ce que vous avez là, c'est la première clé privée dérivée depuis la graine, et une clé étendue, c'est autre chose, et c'est ce que l'on va voir dans les cours suivants. Donc, je récapitule ce que l'on a vu dans ce cours. La graine est déterminée depuis la phrase mémonique et l'éventuelle passphrase. Donc, pour déterminer la graine d'un portefeuille, on a besoin de la phrase mémonique et de la passphrase, si jamais il y a une passphrase qui a été utilisée, sinon on laisse le champ vide. Une graine fera toujours 512 bits en taille, quelle que soit la taille de la phrase. Donc ça, ce sont les standards actuels. Il est possible que cela change dans le futur en fonction de quand vous regardez cette formation. Mais actuellement, en 2022, une graine sur un portefeuille HD qui suit les standards, qui suit BIP39, c'est une graine de 512 bits. Elle est déterminée en utilisant l'algorithme PBKDF2 avec en son sein un HMAC SHA-512. Donc on utilise la fonction HMAC avec la fonction de hachage SHA-512. Et ensuite, pour passer de la graine à la clé maîtresse et le code de chaîne, on applique HMAC SHA-512 seul sur la graine avec en clé utilisée en deuxième entrée de la fonction HMAC SHA-512 la phrase Bitcoin seed, qui est une phrase générale pour tous les calculs des portefeuilles Bitcoin. Et donc on obtient la clé privée maîtresse qui sont un format spécifique des 256 bits de gauche, et les 256 bits de droite brut représentent le code de chaîne maître du portefeuille. Donc je récapitule un petit peu tout le chemin que l'on a fait. Là vous voyez, vous commencez à voir comment se structure la base du portefeuille HD Bitcoin.
on part d'une entropie qui est une source de bruit, une source d'aléatoire, qui nous permet de déterminer un nombre aléatoire. Ce nombre aléatoire, on calcule sa checksum, on la concatène à la fin pour donner la phrase mémonique, qui est un encodage pour faciliter la sauvegarde. On peut déterminer optionnellement une passphrase, c'est-à-dire un mot de passe libre choisi par l'utilisateur, optionnel en plus de la phrase mémonique. À partir de ces deux informations, on va calculer la graine, la seed, qui est à elle seule permet de dériver l'intégralité du portefeuille et qui fait 512 bits. À partir de cette graine, on va dériver deux informations, la clé privée maîtresse et le code de chaîne maître, qui sont en profondeur 0, c'est-à-dire la première étape de dérivation de paires de clés au niveau du portefeuille. Dans le cours suivant, nous allons étudier les clés étendues, donc Xpub, XPRV, Zpub. Vous les avez sûrement déjà croisées si vous utilisez un portefeuille Bitcoin HD. Ces clés étendues n'ont rien à voir avec la clé privée maîtresse que l'on vient de voir. Et pourtant, elles sont souvent confondues les deux ensemble. Donc vous allez tout comprendre sur les Xpub, les clés publiques, les clés privées étendues. Vous allez voir pourquoi est-ce qu'on les utilise et vous allez voir surtout comment est-ce qu'on les construit. Donc je vous invite à cliquer tout de suite sur ce cours 5.2 et je vous dis à tout de suite.